Voilà dit bravo, vous êtes en position. Je débute les missions de reconnaissance sur zone Atlantique. Quelque part au-dessus des mers, l'unité de combat la plus polyvalente de la Marine nationale est en patrouille. Prévue pour être déployée aux quatre coins du monde, l'Atlantique 2 et son équipage ont participé aux plus grandes opérations maritimes et aéroterrestres de ces dernières années. Avec ses 7 postes ultra sophistiqués et ses 14 marins aviateurs triés sur le volet, l'Atlantique 2 est un avion capable en parfaite autonomie, ou bien en soutien de la force océanique stratégique française, d'accomplir avec succès une multitude de missions. Mission première, le secours en mer. 24 heures sur 24, un équipage de la patrouille maritime est en alerte pour protéger les côtes françaises, paré à larguer une chaîne de survie sur le lieu du naufrage. Grâce à ces équipements, l'Atlantique peut guider une attaque de commando tout en sécurisant la zone. Véritable avion chef d'orchestre, il a pour mission de protéger les bâtiments de la force navale. En cas de conflit, il pourra orienter un dispositif d'assaut sur un objectif ennemi. Sentinelles des mers, les unités de la patrouille maritime excellent également dans la détection et la destruction des sous-marins. Les missions elles sont très variées. Celles pour lesquelles nous sommes le plus sollicités actuellement, ce sont les missions dites africaines, où nous sommes là pour intervenir sur des crises naissantes. Grâce à nos capacités, l'avion est un formidable poste de commandement, donc un PC volant. On a une forte aptitude à recueillir le renseignement et à le traiter, qui fait qu'on est forcément largement employé sur les théâtres africains. La réactivité est le maître mot de la patrouille maritime. Loin des côtes françaises, une unité de la PATMAR est en état d'alerte permanent à Dakar, au Sénégal. Avec une autonomie de 12 heures en vol et un rayon d'action de 7000 km, l'Atlantique 2 peut intervenir rapidement sur n'importe quelle crise naissante dans cette partie du globe. Sa mission, l'appui des troupes au sol, mais aussi la collecte d'informations primordiales en cas de conflit. Pour la mission d'aujourd'hui, donc mission aéroterrestre, on ira rejoindre l'objectif numéro 15, c'est un foyer de charité. On tiendra la distance de passage sur l'objectif, une photo grand badin, et après on verra ce que ça donne pour voir si on est capable d'agir vite et de façon efficace. 3, 2, unité, top. Oui, bravo, départ et décollage en 36. Tu lâches pas les freins, affirme. Oui, bravo, Patrache a signalé 3000 pieds sur novembre unité, au deuxième décollage 36 au dernier rond. 10 degrés, 20. NP 2000. Oui, bravo, décolle en 36. Et RPPV, rôle du Gibeta. L'extraction de ressortissants français sur la Côte d'Ivoire, on y a contribué. Et c'était une mission difficile, puisqu'en fait, il y avait quelques 250 ressortissants français qui étaient pris à partie par les troupes rebelles et qu'il a fallu désengager par l'intermédiaire d'un pont aérien. Ils étaient poursuivis, ces gens-là, par les rebelles, et toute l'action de l'ATL2, ça a été de guider les troupes au sol pour leur signifier la présence et l'avancée de telle ou telle troupe rebelle. Libéria, Côte d'Ivoire, Tchad, République centrafricaine, Liban, autant de pays, autant de situations instables. Au final, quelques milliers de ressortissants français et étrangers ont pu être évacués en opération extérieure grâce à l'action discrète des croiseurs du ciel. On est fiers parce qu'on a vraiment le sentiment que notre action, elle sert à quelque chose. Si tu continues ces trucs, tu vas à la ville, mais l'objectif il serait avant le virage. Hein. T'as le virage là. Ok, j'ai un petit objectif avec une antenne là. Attends, non. Oui, c'est correct. Ok, moi je vois c'est bon. Ça c'est une antenne, mais je sais pas ce qu'il... Il y a un petit bâtiment en garde arrière. L'antenne elle va arriver dans la maison là. Ouais, je l'ai là. Ok. Ok, bah je vais prendre cette antenne.
Ok, je suis pointé. Tac, au virage gauche, on va s'éloigner de l'objectif par le sud. Quand on va faire des missions aéroterrestres où on nous demande d'aller vérifier des checkpoints ou éventuellement des colonnes de réfugiés qui seraient déplacées, il ne faut pas se contenter de rester très haut ou alors de regarder comme ça. Il faut vraiment aller fouiller et on est en permanence en éveil dans cet avion. En fait, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arment des hublots. En permanence, on fait tourner les personnes pour que leur vue se repose et qu'après ça soit optimisé pour pouvoir faire de la recherche. La grande maniabilité de l'avion permet, malgré ses 46 tonnes, de voler à 30 mètres d'altitude. Le nez vitré devient, avec sa vision panoramique, le poste d'observation idéal pour inspecter une zone définie. Derrière, c'est une simple image, mettons la photo d'une simple baraque en pleine brousse. Nous, ça ne va rien nous dire, mais eux, peut-être que ça sera quelque chose de super important pour les commandos, peut-être qui auront à exploiter cette partie de terrain ensuite. Opération Licorne en Côte d'Ivoire. La force de paix française est déployée pour patrouiller dans la zone de cessez-le-feu et appuyer les forces de l'ONU. Dans ce type de conflit, les Atlantiques II deviennent les yeux des troupes au sol. Avant, les conflits, c'était des conflits, on va dire, militaires. Donc on recherchait un char, on recherchait des sous-marins, on recherchait des bateaux. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est un pick-up avec des gens comme vous et moi en tenue civile et puis simplement des mitraillettes ou des bazookas ou des petits missiles. Donc ce qui est le plus dur. La technologie, notamment grâce au transfert rapide des données sur zone, permet de limiter les risques de pertes humaines. Cette rapidité, le soldat doit aujourd'hui l'intégrer dans la prise de décision finale, ce qui requiert une grande capacité de jugement. Paru, surpris, élément, licorne. Il y a le côté humain dans le fait de faire attention à ce qu'on reporte. Et c'est là-dessus que le TACO et après donc le chef qui lui entérine la solution finale fait vraiment attention à ce que nous on va rapporter. Parce que entre rapporter, j'ai vu 3 pick-up et j'ai vu 3 pick-up armés, il faut être sûr entre guillemets de notre coup puisque derrière peut déboucher un guidage de strike où on va être après envoyer des bombes sur des rebelles ou sur des voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, quoi. L'élément privilégié de l'Atlantique II et de ses marins reste la vaste étendue de l'océan Atlantique. En collaboration avec les autorités sénégalaises, l'équipage Wallaby Bravo survole régulièrement les côtes du pays. Au programme, mission de surveillance des pêches. Cela fait maintenant 1 mois et demi que les hommes de la patrouille maritime sont éloignés de leur famille. Si la date de départ est plus ou moins connue, la date de retour, quant à elle, reste une énigme que seul le haut commandement de la marine peut résoudre. Il peut arriver, contexte international oblige, que le vol retour soit repoussé de quelques semaines le jour du départ. L'équipage et son équipe technique sont autonomes et on les déploie au coup de sifflet bref d'un théâtre à l'autre. On emmène notre lot technique qui sert à entretenir nos aéronefs en soute. On a nos 5 techniciens à bord et donc on est paré à effectuer au coup de sifflet bref n'importe quelle mission. Direction Dakar pour l'équipage Uniforme Bravo. Ordre de mission, relever l'équipage breton de Lambyway et prendre la suite des opérations au Sénégal. Après les dernières vérifications extérieures, la tranche tactique de l'Atlantique se prépare déjà pour un long voyage de transit. La Marine nationale peut aujourd'hui compter sur 18 équipages de patrouilles maritimes prêts à se déployer aux 4 coins du monde. Pour le petit monde de la patrouille maritime, la relève est un moment important. Les équipages se connaissent, c'est le moment des retrouvailles.
L'un des équipages se tient prêt à débuter une longue mission loin de sa base, tandis que l'autre se prépare au retour. Leurs routes vont se croiser, juste le temps d'une soirée. On est amené à partir très longtemps, donc les équipages font en moyenne, je pense, 2 détachements de 45 jours par an à l'extérieur. Donc pour cette raison, c'est-à-dire c'est un soutien, on part souvent en Afrique dans des conditions assez dures. Donc c'est un soutien moral qui peut s'établir entre tous les membres d'équipage. Donc en fait c'est une famille, on est tous une famille, et pour ça c'est très important d'être liés les uns aux autres. La Marine nationale a choisi un système de formation unique en son genre. 14 personnes, sélectionnées sur leur qualité, seront formées en vase clos pendant une année. Une fois aguerries à toutes les tactiques nécessaires à l'accomplissement des missions, l'équipage sera déclaré opérationnel. À partir de ce moment, chaque unité formera un tout indissociable pendant 4 ans. Malgré la fatigue due aux 12 heures de vol, l'équipage est accueilli dans la plus pure tradition de la Patmar. Pas de voiture confortable et climatisée pour le transport à la base, mais plutôt une petite surprise locale en guise de bienvenue. On a des endroits où on est vraiment implanté depuis des années, c'est donc à Dakar et à Djibouti, là où on a une paillote, là où on vit. Lorsqu'on n'est pas en vol, on est là pour monter l'alerte. Donc on passe énormément de temps là, chacun marque un petit peu son territoire avec ses panneaux d'équipage là. Et donc on a les clés de cette paillote là qu'on remet à l'équipage qui nous relève. Le premier qui rit à la découverte du panneau, il sort de la salle. Voilà. Attention, attention, attention. S'il y a un dessinateur dans une forme d'État qui pourrait l'améliorer, on est preneur. Voilà, Alex. Alex. Allez, remise le t-shirt. Uniforme Delta, l'équipage est ravi de vous accueillir puisque ça veut dire que c'est terminé pour nous. J'espère que votre activité sera aussi intense que l'a été la nôtre. Toutes les unités de l'aéronavale de la patrouille maritime opèrent à partir d'une base qui leur assure soutien technique et logistique. Les 2 bases principales sont celles de Nîmes, opérationnelle sur le théâtre méditerranéen, et celle de Lambhiway sur l'océan Atlantique. 2 flottilles composées à l'identique avec 9 équipages chacune. À chaque retour de mission, l'aéronef est pris en charge par les services techniques de la base. Si c'est le moment de la petite visite, direction le hangar H1 pour une période de remise en forme d'une durée de 3 mois.
Malgré une fiabilité exemplaire, les 28 Atlantique II de la Marine nationale seront quand même désossés tour à tour à la maintenance. Des kilomètres de câblage électronique seront vus et revus par les techniciens. Les repères de glissement, oui, c'est bon. Un soin particulier sera apporté aux 2 moteurs Rolls-Royce de 5000 chevaux qui propulsent cet avion à 600 km/h de vitesse maximale. Concernant les mensurations de l'engin, c'est 37 mètres d'envergure pour 11 mètres de hauteur et 32 mètres de longueur totale. Et pour loger 4 avions dans un hangar, il faut de la place. Quand les équipages ne volent pas, direction le simulateur. C'est ici que les très expérimentés loups de mer de la marine vont provoquer des situations complexes rencontrées lors d'opérations réelles. Chaque étape de la mission sera analysée, chaque décision de l'équipage entraîné sera jugée. Pour la tranche tactique de l'Atlantique II, c'est l'heure de vérité, notamment pour le coordinateur tactique de l'avion, le TACO. Son rôle est de réunir toutes les informations provenant des autres postes. Navigation, guerre électronique, radar, pilote, autant de données à synthétiser dans un laps de temps très court et proposer la manœuvre à suivre en fonction des données de la mission. Les moniteurs, ils arrivent à recréer des actions qui sont énormes. Et en fait, sur 3 ou 4 heures de simulation, ils vont recréer, on va dire, 8 heures ou 9 heures ou 10 heures de semi-guerre. Chaque mission se doit d'être différente pour les moniteurs et les équipages. Le changement d'un petit détail dans la base de données, comme la force du vent ou la direction des courants, devra entraîner une réaction immédiate du TACO et de sa tranche tactique. Le TACO, c'est un petit peu comme un cuisinier en fait. Il a ses petits outils, ses recettes, donc la recette c'est la tactique. Et puis après il y a l'expérience qui fait que là c'est un peu plus de sel, un peu plus de poivre, quoi. Donc c'est ça. Et donc c'est pour ça que moi je me permets tout le temps de l'appeler les anciens, eux c'est ce qu'ils peuvent nous donner, ces espèces de petites billes où via leur expérience on se raccroche à ça. Autorisé au tir, TACO. Reçu. Tir dans 1 minute 30. Test réussi pour l'équipage Wallaby India et son TACO. Mais rien ne vaut un exercice dans les conditions réelles. Rendez-vous pris le lendemain matin pour un exercice de lutte anti-sous-marine en plein océan Atlantique. Mon grandement, garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Rompez les rangs. Décollage donc à 11 h. Donc moins 1h30, ça fait 9h30 briefing, donc il est 8h30 dans 1 heure. C'est une machine avec plein d'engrenages extrêmement bien huilés en fait. On a tous l'habitude de travailler ensemble, chaque opérateur, le chef de bord qui est, on va dire, et le coordinateur tactique qui sont les gros engrenages de l'équipage, tout ça fonctionne de façon optimale et en fait on ne pourrait pas se permettre d'avoir un grain de sable dans la machine. La Saint-Claude. On regarde la zone Ronan et puis Zaïd quoi. J'appelle les zones. Salut, ça va ? Toute mission passe par la salle météo. Les éléments recueillis sont très importants non seulement pour la sécurité aérienne du vol, mais aussi pour l'impact qu'ils peuvent avoir sur la conduite de la mission. Pour les terrains habituels de la Bretagne. Oui, très bien. Donc les prévisions pour cet après-midi, abaissement des plafonds, les pluies qui arrivent en fin d'après-midi, et j'ai essentiellement une mer forte à très forte avec le sud-ouest. Oh, ouais, enfin 5-6 même. Bah disons, on va ramasser 6 mètres de mer. Salut. Attends. Bidou, t'as ta combat en bas? T'es prêt à te changer? Tu viens avec moi? T'as ta combat en bas toi aussi? T'as ton caisson? Deux heures avant le décollage, il est temps de réunir l'équipage. La mission commence réellement au centre opérationnel, l'endroit le plus secret de la base aéronavale.
À partir de ce moment, seul l'officier des services opérations et l'équipage connaîtront toutes les données de la mission. Les exercices, donc c'est le premier que vous allez faire, Casex B3. Du go time à go time plus 2 heures, vous exécutez une recherche radar visuelle du sous-marin. Lorsque celui-ci est détecté, vous le pistez, vous l'attaquez, MAD bouée active. Indicatif du sous-marin Oscar Novembre, l'Atlantique, Pélican Igna. La position qui est ici, c'est la position approximative du bâtiment lors de votre on-task. On a la chance en patrouille maritime de faire plus d'une mission sur 2 qui soit opérationnelle. Notamment en détachement, c'est plus de 3 missions sur 4. Donc déjà, ça permet de vivre des aventures qui vont aussi bien de la prise d'un trafiquant de drogue au guidage de chasseurs pour aider des troupes amies qui sont en difficulté, en passant par la chasse aux sous-marins. Enfin, vraiment, il y a vraiment de nombreuses aventures dans le cadre des missions. Mais il y a aussi tout ce cadre de vie qui se passe autour, c'est-à-dire tout le stress qu'on peut ressentir à la préparation de missions difficiles, toute la satisfaction qu'on a après une mission réussie, toutes ces choses qui font que c'est ce qui soude les gens en fait. On est souvent soudés dans la difficulté. On pense bien effectuer tout ce qui est mise en condition opérationnelle complète. Une fois que la situation de surface est bien maîtrisée, qu'on a fait plusieurs entre guillemets tours de boîte, eh ben on part réellement dans la recherche ASM où on saute sur tout ce qui bouge puisque la mission c'est bien détecter, détruire. Donc ça vous paraît clair? Très bien. C'est parti. Le décompte est lancé. Les booms, spécialistes de l'armement, s'affairent autour de l'avion. L'Atlantique 2, surnommé le tueur de sous-marins, a été conçu pour ce type de mission. 72 bouées acoustiques nécessaires à la détection des bâtiments en immersion peuvent être chargées dans le lance-bouée principal. Largués à bon escient par le TACO, ces petits sonars renverront par radio à l'opérateur acoustique tous les bruits de la mer. À l'affût des indiscrétions liées à la motorisation et à la propulsion du sous-marin, le coordinateur tactique de l'équipage traitera les données pour déterminer la direction et la distance du bâtiment traqué. L'équipage Wallaby India, opérationnel depuis 2 années, entame les procédures avant décollage. Même en exercice, la tension est palpable. La cohésion est indispensable pour que tout puisse aller très vite à bord. Il faut être capable de vivre avec 14 personnes en permanence lorsqu'on est détaché. Vivre avec 14 personnes, composer avec 14 personnes, avec des caractères différents. Et ça, c'est une grande aventure humaine. Un bateau, c'est fermé, un sous-marin, c'est fermé, un avion, c'est fermé. Donc les gens sont à l'intérieur et il faut que ça se passe bien parce qu'il faut vraiment qu'on puisse compter les uns sur les autres, c'est indispensable. Quand on monte à bord, il faut qu'on fasse une race, une remise à zéro en montant dans l'avion et que tout soit clair, net et précis. Donc au départ, dès le départ, il faut que déjà sur le plan personnel, on soit au carac, on soit nickel. Donc les rankeurs, eh ben, ça pète au sol. Quand on monte dans l'avion, tout se passe bien. Et s'il faut que ça repète au sol, ben, ça repètera au sol. Mais dans l'avion, pas de ça. Pour l'instant, on a toujours des techniciens à bord. Hein. Reçu. Bah, est-ce que tout le monde est branché? On est pareil tactique. Bon. Mais je fais mes essais D'accord. Pour bien faire pour la gauche. Un peu de 120, moins de 620, 12008 2 fois. Et moins de pardon. Pompe de gavage. Les 6 marches, ouais, attends. Prime commande de vol, à 0. Prime profondeur. On a mis un plein piqué. Oui, t'as bien essayé, je crois. Éclair à droite, à gauche. Et par commande normale. Reçu. C'est ouvert, gauche et droite. Check roulage. Ouais. Pas de roulage. Marche. Point normal, secours détresse. Essayez. Commande de freinage. Normal. Hydraulique température. Pression essayée, ça accue. Vérifie correct. Instrument de bord, il restera virage gauche et droite. Et briefing, bien. On aura fait ça. Canada, your scope is 0001. 0001, affirmative. Branché normal.
India, autorisé décollage piste 25, le vent du 300 degrés pour 18 nœuds, rafale à 33 nœuds, rappelez passant 1500 pieds en montée. Wallaby India, contacté à l'approche 123 décimales 0, au revoir. Wallaby India, autorisé décollage piste 25, le vent du 290 degrés pour 21 nœuds, rafale à 33 nœuds, rappelez passant 1500 pieds en montée. Pareil, 12 000 R. RPPV temps. 12 000. 400 moins 600, les précisions et température correctes. 15 250, 603, 601. Décollage à 13,57. 3 de unité. Décollage. Pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les patrouilles peuvent durer 10 semaines. Ce type d'insubmersible doit rester indétectable en se déplaçant silencieusement en haute mer en immersion profonde, toujours prêt à exécuter l'ordre de tir qui lui viendrait de la présidence de la République. Avant chaque départ en opération, l'affrontement avec l'Atlantique 2 est la dernière occasion de tester son invisibilité. Une fois le contact établi avec le sous-marin, le pistage peut commencer. Traqué, le sous-marin utilisera toutes les manœuvres possibles pour échapper au petit sonar largué par l'aéronef. Mais Wallaby India n'est pas près de lâcher sa proie. Le sous-marin il va passer entre 71 et 70. C'est l'effervescence dans la tranche tactique. Une seule radio de bord pour 14 personnes. Dans l'action, 3-4 conversations peuvent se dérouler en même temps. Mais chacun saura prendre l'information qui le concerne. Ouais, voilà. Nord-sud. Une signature symétrique du sous-marin. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie, une symbiose dans l'équipage. Je veux dire, on se connaît, au bout d'un moment, on se connaît tellement bien que, mettons, si je vais parler avec le pilote qui est à un bout et moi je suis au sabord de l'autre côté, il n'y a pas de contact visuel pendant la conversation. C'est tout à l'oreille et à l'intonation de la personne. On sait déjà si tout se passe bien, si on est dans le sérieux, si là ça se passe mal et on arrive à deviner les états d'esprit de chacun. Attention pour le largage. 3, 2, unité, largage. Tête de chevron en guidage. 79 est à l'eau. 79, reçu. 3, 2, unité, largage. Affirme. Ouais. Eh ben, je peux vous dire, le sous-marin, il est en route maintenant, légèrement au 3,50, 5 nœuds. Reçu. Les dashboards du côté. Pas trop de la bouillon. Dès qu'il passe la 72, il fallait revoir quand on a un knock-knock. vous me l'annoncez pour et vous m'envoyez bien le CPA. Ouais, quand il y a pas d'urgence, je mets la place maintenant pour... Merci. Ben, tu prendras celui qui tombe après. Affirme. D'accord, pour info, il reste les 6 bouées en LPP et il reste 4 bouées après. Plutôt? Ouais. Après, il reste 10 casses et... ouais, ok. PA bouée 61 à 25-40 secondes. Largage dans 8 secondes. Attention pour le largage. 3, 2, l'unité, largage. La tête de chevron en guidage. 75 est à l'eau. Et confirmé audio? Ouais, il sera... Ouais, confirmé audio. Ok, la bouée est en pistage. La bouée est en guidage. Avoir de CPA bouée 71. Enfin, CPI 71. Bon, là, voilà. Ouais. De contact bouée 72. Et voilà. À 18h35. Bien joué. Et t'as mon pote porté que je voudrais pas le numéro de bouée sur ma bourse. Putain, c'est excellent, c'est excellent. Je passe plus près de la 72. Affirme. Il existe 2 vertus que l'on cultive dans l'aéronautique qui sont un peu plus prégnantes chez nous, qui sont l'humilité et l'honnêteté. L'honnêteté, pourquoi? Parce que vous avez vu qu'on travaille à 14 en équipage, qu'on doit s'accorder une certaine confiance mutuelle, donc il faut être particulièrement honnête les uns envers les autres. Et que celui qui commet une erreur doit tout de suite le signaler aux autres. Sinon, ça risque d'impacter fortement la mission, voire la sécurité des vols. Mission accomplie pour Wallaby India.
Après une traque de plus de 6 heures, le sous-marin est resté au contact radar. Simple exercice cette fois-ci. Mais en cas d'intrusion ennemie, les dispositions pourraient être plus radicales pour l'Atlantique 2. La délivrance d'une arme, ça doit vraiment intervenir quand dernier ressort, quand la diplomatie ou quand l'intimidation ne suffit plus. C'est vrai que là, on va utiliser l'arme, mais c'est vraiment le dernier recours. Je pense qu'il faut plus intimider qu'autre chose. Pour les booms, comme on appelle les personnels en charge de l'armement, l'Atlantique 2 reste un avion de combat à part entière. Et la manipulation d'une torpille pesant 230 kg exige de la délicatesse. Allez, présentation de la bête. La vaste soute de l'Atlantique 2 permet d'emmener 8 torpilles de type Mk-46, capables de toucher un sous-marin à 11 km de distance. L'armée, à l'heure actuelle, c'est préserver la paix, éviter la guerre. Donc en se prépositionnant, en montrant une capacité de force, une capacité de réponse, pour éviter à ce qu'on arrive à des fois à des massacres ou à des actions militaires qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes les gardiens de la paix. La lutte anti-sous-marine oppose un sous-marin à l'Atlantique 2, mais la patrouille maritime peut également être engagée contre un navire. L'avion peut s'équiper de missiles air surface, ce qui lui donne une redoutable capacité de feu contre les navires. Les missiles AM-39 Exocet sont du type Fire and Forget, tir et oubli. Pesant 650 kg chacun, ils ont une portée de 70 km. It will be left turn after departure 00. On a been turning, but you have a Canadian report already, and it will be left turn after departure. Yes, One Golf number 1, when we engage by an Atlantic laying up runway 0. Le jour J, c'est le jour où on va nous demander d'aller délivrer l'arme. Donc la torpille face à un sous-marin, un missile face à un bâtiment. Et ça, ce jour-là, il faut être prêt, parce que ce jour-là, il n'y aura pas le droit d'erreur. Contact, attaque. Top attaque. Parti. J'ai jamais vécu ça. Et c'est vrai que le jour où on le vivra, il y aura toujours ce nœud au ventre de se dire, ouais, ça c'est pas le jour où il faut se louper, quoi. On n'est pas là pour se promener, on fait un travail, soit avec un bateau, soit avec un sous-marin, soit avec plusieurs bateaux et plusieurs sous-marins, tout dépend. On vole effectivement très très bas, on peut voler donc nos altitudes minimum de vol, c'est 100 pieds, qui correspond à 30 mètres lorsqu'on est au-dessus de l'eau et de jour. Et on imagine bien qu'en pleine tempête, l'hiver, dans le Ratsin, avec des creux de 7-8 mètres et des vents à 60 nœuds, donc 120 km/h, ça tabasse énormément. Bon, il y a des fois, c'est sûr, quand on est bien brassé, qu'on se dit voilà, on va se poser, on a fait 8 heures de vol, tout le monde est fatigué, on se dit bon, bon, j'espère que tout va bien se passer, mais j'ai jamais eu vraiment peur à se dire là je veux plus remonter dans l'avion, quoi. Mais le jour où ça arrive, je pense qu'il faudra pas hésiter à dire là je peux plus le faire, quoi. Parce que c'est pas marrant de faire un métier où on n'a pas envie. Grande vitesse. Pour être déclaré apte au vol dans l'aéronaval, il faut être préparé à un éventuel crash en mer. Le stage C100 est le passage obligatoire pour tous. Véritable entraînement de choc, les stagiaires se retrouvent confrontés aux pires situations de survie. Pendant que certains tentent d'apprendre comment ne pas mourir étouffé par le parachute lors d'une éjection forcée en pleine mer, les autres attendent le passage redouté à la gloute. Réplique métallique d'une cabine de pilotage, cet instrument de torture risque bien de leur sauver la vie un jour. Chaque année, 600 personnes passent ce test. Avec la même angoisse, ne pas réussir. Bien attaché, vous avez bien ajusté vos West, les gants, les casques, les cordons radio. Bon, les premiers volontaires.
Donc quand vous attachez sur le siège, vous tendez bien les sangles. Hop, corde radio. Donc tu n'hésites pas à regarder si tu trouves ta boucle là, avant de partir. Non, pour trouver la boucle, c'est tu descends le long de la sangle. La sangle, tac, voilà. Et t'as la main dessus. Voilà, ok. Ce qui m'a marqué le plus, c'est donc la descente dans la Gloute. On arrive dans l'eau avec un rythme cardiaque hyper élevé, très élevé. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. On est attaché, sanglé dans un siège, et on voit l'eau qui monte, et la réaction naturelle, ça serait de partir et de se sortir la tête de l'eau. Là, on ne peut pas, on est sanglé. Et le fait de descendre, la cabine se retourne. Là, les réserves d'oxygène s'épuisent à très grande vitesse puisque le rythme cardiaque est très élevé. Et c'est très dur de rester les 20 ou 30 secondes que nous demandent les plongeurs. Dans ces conditions extrêmes, chaque geste prend une importance démesurée. Rester accroché à l'avion pourrait se révéler fatal, même si la surface n'est pas très loin. Pour survivre, il faut combattre son stress. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se retrouve au moment de son crash dans une situation de déjà-vu. Nous, ce qu'on veut obtenir, c'est que les gens soient assez à l'aise pour que si un jour ils se crashent et qu'ils sont en vie à l'issue du crash, ils se disent « je l'ai déjà fait, je vais tenter de m'en sortir, je vais sortir ». Et puis ils vont commencer par faire les premiers gestes qu'ils ont appris et débuter l'évacuation. Et ensuite l'instinct de survie normalement devrait faire le reste. Moi, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est la Gloute de nuit. Parce que de nuit, forcément, on perd tout ce qui est repère. Et donc, cette perte de repère, c'est la prise d'apnée, on l'a fait quand on sent l'eau qui arrive là. Alors après, la première fois, je l'avais fait trop tôt parce que je l'avais fait quand l'eau était arrivée aux genoux. Et après, j'étais un petit peu en manque. La fois d'après, je l'ai fait limite quand j'avais l'autre. Donc, c'est un petit peu déroutant. Ça nous est beaucoup plus sereine, quoi. Voilà. Les procédures sont connues, on saura exactement quoi faire, et puis cette préparation est vraiment essentielle à tout vol maritime. Si un équipage de la patrouille maritime devait amérir, cela se produirait loin des côtes. En pleine mer, leur seule chance de survie deviendrait alors la rapidité d'action du super frelon de la marine. Si on est tous sains et saufs et même aucun blessé dans le radeau de survie, qu'on est amené à rester, je sais pas, peut-être une semaine dans le canot et qu'il y en a un qui commence à péter les plombs, et ça va contaminer tous les survivants, et là c'est clair, tout le monde y passe. Donc il faut vraiment qu'il y ait une harmonie, une symbiose dans l'équipage. Après avoir passé quelques heures en perdition dans la rade de Brest, les naufragés transis de froid devront encore attendre leur élytroyage.
Dans le dinghy de secours, l'équipage restera soudé malgré le souffle du rotor pouvant atteindre 120 km/h. Pour que le stage soit réussi, il faut impérativement approcher certaines limites et effleurer simplement l'idée de sa survie. La partie mer, elle est déjà plus collective. Ça nécessite une solidarité. Tirer du bout sur un hélicoptère qui nous largue, qui doit nous apporter un plongeur, c'est de la cohésion, enfin, c'est important. Ça doit entraîner quelque chose, on doit tous s'en sortir quelque part. Il est hors de question de penser une fois en haut dans l'hélicoptère que c'est fini pour moi alors qu'il y a encore des camarades en bas. Aujourd'hui, les patrouilleurs des mers voient leur mission de reconnaissance évoluer, plus tournée vers l'intérieur des terres. Il n'est plus rare de survoler à basse altitude des régions désertiques, des contrées montagneuses ou bien tout simplement des forêts en zone hostile, à quelques centaines de kilomètres du port d'attache, avec les risques que cela comporte. Donc tout ceci vous a été donné pour simuler un crash avion. Il faut régulièrement vous donner un point de repli. S'il y a un éclatement, n'importe quoi, quelqu'un qui vous intercepte, vous carapatez, il faut toujours vous donner un point de repli en arrière. On se rejoint là, on se donne 5 minutes à attendre là, à attendre tout le monde. Au bout de 5 minutes, si on trouve personne, ceux qui se sont rassemblés, ils dégagent suivant un autre plan. Ceux qui arrivent en retard, malheureusement, ils se démerderont, quoi. C'est à la tombée de la nuit que la course contre la montre va commencer pour les marins aviateurs rescapés. Alors que la chasse à l'homme a déjà commencé pour les troupes locales, l'équipage devra s'orienter dans l'obscurité et rejoindre dans les plus brefs délais la zone d'exfiltration. Le dernier espoir de liberté est le point de rendez-vous avec les unités commando spécialisées dans le sauvetage au combat. Attention qu'il y a un chemin qui redescend. Ouais, ça doit être celui-là, dans l'axe. On a le phare qui doit être sur cette pointe-là. Je compte. Bon messieurs, vous êtes aux ordres de GRS. Ce sont des partisans qui connaissent bien le lieu. Faites-leur confiance à 100%. On est parti. Avis de tempête sur la Bretagne. Quand les éléments se déchaînent, les marins restent en général au port. Mais à 50 km des côtes bretonnes se trouve l'un des trafics maritimes les plus intenses au monde, le rail d'Ouessant. L'importance de cette zone maritime française impose une présence permanente des forces navales et aériennes de la marine. Car les dangers sont omniprésents, pouvant entraîner des catastrophes humaines ou écologiques sans précédent. Dans le cadre de ces missions de service public, les patrouilleurs se transforment tour à tour en gendarmes des mers face au non-respect des lois maritimes, mais aussi en sauveurs lorsqu'une embarcation se trouve en perdition. C'est au fil de ces nombreuses missions de secours maritime que les patrouilleurs ont obtenu le surnom de Saint-Bernard-des-Mers. Quand on part en exercice, ça reste de l'exercice. Moi, je pars en exercice, je vais pour pister un sous-marin, je trouve le sous-marin, j'en suis très content, très fier. Mais maintenant, quand on sauve une vie, c'est formidable. C'est sûr que c'est difficilement quantifiable. Devant l'urgence de certaines situations en mer, la Marine nationale dispose d'un atout majeur, le Falcon 50. 4 appareils sur la base de Lambie Way, répartis au sein de la flottille 24F. Ils assurent quotidiennement les missions de surveillance maritime sur la façade atlantique. Les 3 réacteurs de l'aéronef permettent au Falcon 50 d'être rapidement disponibles sur la zone de secours. Sur l'unique piste d'envol de Lambie Way, les 2 flottilles complémentaires peuvent se croiser avant le décollage. Mission commune ou bien mission différente, les 2 unités de la Marine nationale ne jouent pas dans la même catégorie, mais chacune exploitera au mieux ses capacités en vol. Lario positif, actif décolle. Le train rentre. Le train manœuvre. Investigation négative, début Vigimère, 10h Zulu.
No flower. Rarotonga. La rapidité de mise en œuvre est démontrée au quotidien puisqu'on a un avion qui est d'alerte 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui est capable de décoller en 1 heure pour aller assurer ses missions de secours maritime, donc avec un équipage qui est désigné et disponible. Direction le rail d'Ouessant pour le Falcon 50. Mission contrôle maritime. 54 000 navires par an, soit environ 150 par jour, le trafic sur le rail d'Ouessant demeure très intense. Issu de l'aviation civile, l'aéronef a été modifié en profondeur pour son utilisation militaire. 5 hommes composent l'équipage avec 2 pilotes à l'avant de l'aéronef. 2 mécaniciens de bord se chargent des hublots latéraux, tandis que l'opérateur radar traque le moindre mouvement sur son écran. Bravo, 462. C'est le Star de Donzo. On a une capacité de transmission par satellite, avec notamment une capacité de transmission haut débit, qui nous permet à la fois de discuter avec nos chefs, mais également leur transmettre des fichiers, photos, vidéos, textes, tout ce dont on a besoin et de manière très réactive en vol. En contact direct avec les autorités maritimes, l'équipage peut donc en quelques minutes lancer les procédures administratives nécessaires au détournement des navires hors la loi. 4, 3, 2, 1. Trop de navires poubelles hantent encore les côtes et menacent les mers. Manque d'entretien, rouille, négligence, autant de raisons qui génèrent une pollution irrémédiable. Le naufrage de l'Erika demeure encore une grande tragédie. Pas moins d'1 milliard d'euros de dégâts dont certains ne seront jamais réparés. Entre ciel et mer, le Falcon 50 et l'Atlantique 2 pourraient se rencontrer, voire faire double emploi sur une mission de surveillance. Mais cette probabilité reste faible au vu de la surface de la zone maritime française, 11 millions de kilomètres carrés à surveiller. L'action de l'État en mer, toutes les différentes polices des pêches et autres sont des missions largement communes, le secours maritime, en particulier la lutte contre les trafics de stupéfiants. C'est une mission commune, normalement beaucoup plus remplie par le Falcon 50. Un de mes équipages cette année a participé avec succès à une mission il y a quelques mois dans le cadre d'une opération aux Antilles et a concouru à l'arraisonnement d'un bâtiment qui transportait plus de 4 tonnes de cocaïne. La TL2 est aussi bien adaptée que le Falcon 50 pour ses missions. Ses capacités de PC volant font que lorsque l'intervention est décidée sur le bâtiment, il est à même de coordonner l'action de tous les intervenants. Donc, aussi bien guider les hélicoptères qui vont prendre d'assaut le bâtiment que guider les fusiliers marins, que de soutenir le bâtiment qui est au contact. Si l'histoire de la patrouille maritime est liée à ce monstre volant qu'est l'Atlantique 2, elle ne peut s'écrire sans les hommes et les femmes qui composent l'équipage. Marins avant tout, même à 2000 mètres d'altitude. C'est vrai qu'on porte beaucoup d'attachement au fait qu'on porte des ancres sur les épaules plutôt que des ailes. C'est lié à notre rapprochement vis-à-vis de cette marine, puisqu'on est l'avion de l'Atlantique 2, il ne faut pas oublier, est avant tout un avion destiné à opérer sur l'eau, c'est-à-dire à chasser le sous-marin, à aider une force navale à lutter contre une autre force navale. Donc on tient beaucoup à cette identité marine. Custom 5624 Roger, proceed Lima Oscar Romeo, report 10 miles left to runway 25 in use November Hotel 1014, c'est intention.
radar guidance for ILS, full stop landing, steady. On dit souvent que les pilotes de l'aéronaval, et je pense de la marine en général, n'ont pas de sang dans les veines, mais plutôt de l'eau de mer. Et c'est vraiment de l'eau de mer qui coule dans nos veines. On est tous accros à la mer, avec une culture maritime a priori très forte. Et puis je pense que personne ne pourrait s'en passer, c'est une drogue. Équipage, voilà Charlie. Dirigez-vous vers la zone de parking en garage de gauche. Fin de mission dans 45 secondes. Arrêt des moteurs dans 30 secondes.